Et c'est une réussite critique. Ton épée bâtarde virevolte et décapite le troll. Sa tête roule entre tes jambes, et sa carcasse nauséabonde s'écroule lamentablement sur le sol en pierre brute. Le silence retombe dans la caverne. Qu'est-ce que tu fais ? T-Bag, Mortimer, s'il te plaît. tu lui as dit, sa tête roule entre ses jambes. C'est l'occasion ou jamais. Bon, déjà, merci pour ruiner l'ambiance. Ensuite, Wolfgang ne peut pas teabag la tête de troll, car il joue une Amazone. Ça dépend. Ça marche si elle est thaïlandaise. Attends, j'ai pas tout compris. Mortimer, tu joues une Amazone maintenant? Mais non, moi je joue Mohamed le roublard. Je t'avais dit de pas utiliser ce prénom. Ah, d'accord. Et moi je suis le colonel Moutarde, c'est ça? Non, Lenny, toi tu joues un élémental. C'est pour ça que j'ai pas de bras? Bref, pendant que vous discutez et que Wolfgang fait son affaire, vous entendez un bruit rauque du fond de la caverne. Et oui, le troll n'était pas seul, et une autre créature se rapproche. Vous entendez ces pas lourds, de plus en plus forts. Une gigantesque silhouette se dessine dans l'obscurité. Et deux yeux jaunes luisants luisent dans la pénombre. J'essaie d'éviter les synonymes. Et une odeur de soufre parvient jusqu'à vos narines. La créature sort de l'ombre. Force est de constater que vous avez affaire à un dragon. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il faut toujours que tu n'en fourgues un dragon. Y'en a marre, ça finit toujours pareil, t'es parti. Non, cette fois-ci c'est pas la même chose. C'est un dragon de glace. Exactement. Un dragon, c'est un dragon. Ça change pas grand-chose qu'il soit orange et pois vert ou que son cul fasse machine à glaçons. Tu fais une sacrée fixation quand même. Ok, c'est bon. Vous voulez pas de dragon, je vous fais pas de dragon. Vous allez pas m'en chier un fromage. Bref, je reprends. Vous entendez un bruit du fond de la caverne. Vous entendez une forme de glissement. Quelque chose rampe vers vous. Et une odeur fétide parvient à vos narines. Ah, j'y comprends plus rien. Deux yeux rouges luisent dans l'obscurité, et la créature sort de l'ombre. Vous avez affaire à un lézard géant. Ah, c'est pas vrai. J'ai pas dit que c'était un dragon. Bonjour à tous et bienvenue dans Va des Rétro. Vous savez, quand j'étais petit, s'il y a une chose qui me fascinait plus que tout, c'était les dragons. Ces créatures gigantesques, terrifiantes, majestueuses, sauvages. Sauf que dans mon enfance, les dragons au cinéma, c'était pas courant. Avant l'ère des dragons de Game of Thrones et de Smoke Cumberbatch, les dragons étaient relativement rares au cinéma. En dehors des dessins animés, les moyens et les connaissances techniques étaient encore très limités, et ces monstres restaient en conséquence assez anecdotiques, y compris dans les grands films d'heroic fantasy de l'époque, même si leur brève apparition donnait lieu à des prouesses artistiques variées, parfois excellentes, et parfois moins. Non mais le seul vrai film de dragon que je connaissais à l'époque, c'était un direct to DVD qui s'appelait Le Château du Petit Dragon, ou Dragon World en version originale. Bon, c'était pas si mal en vrai, même si le dragon était rose bonbon, et le scénario complètement cliché et bas de gamme, et les acteurs un peu en roue libre. Mais le dragon était cool, enfin la plupart du temps. Bon, en fait, c'était de la merde. Quoi qu'il en soit, j'étais obsédé par les dragons. Ils me fascinaient, me faisaient rêver. Mais c'est ce qu'ils étaient généralement. Juste des rêves. Jusqu'au jour où un film est sorti. Un film fascinant qui a enchanté mon enfance, mais qui m'a aussi, du haut de mes 6 ans, appelé vers l'âge adulte. Un film qui offrit pour la première fois au cinéma 22 minutes d'écran et 102 plans à cette créature légendaire. Ce film, c'est Cœur de Dragon. Cœur de Dragon, ou Dragonheart dans sa version originale, est un film américano-britannico-slovaque. Oui, car le film a été tourné en Slovaquie, rempli de châteaux au nom imprononçable, mais très joli. Tenez, essayez de prononcer celui-là par exemple. Perdu. Le film est sorti le 31 mai 1996 aux États-Unis, le 18 octobre en Angleterre et le 30 octobre en France la même année, et est réalisé par Rob Cohen, un réalisateur, producteur et scénariste américain, dont la filmographie est relativement variée, comme par exemple Dragon, l'histoire de Bruce Lee, ou encore La Momie 3, la tombe de l'empereur dragon. Ouais, tu sens bien que les dragons, ça le travaille depuis un moment déjà. Bien que Rob Cohen ait touché à toutes sortes de films, il se trouve qu'à l'exception de Cœur de Dragon, ces films sont généralement le genre de divertissement qui en soi ne casse pas trois pattes à un bouquetin. À un canard. Mais non, ça n'a aucun sens. Fast and Furious, Triple X, Daylight, Furtif, des films célèbres pour leur dose de testostérone et pour le genre de soirée où le fun est au rendez-vous, mais où il ne faut pas aller chercher midi avant les bœufs. Oui, ou à 14h.
Faut pas aller chercher les bœufs avant 14h. Quoi? Le projet a surtout été porté par un des scénaristes, Patrick Reed Johnson, qui a lancé l'idée originale en présentant le film comme un mash-up entre The Skin Game et Butch Cassidy and the Sundance Kid de George Roy Hill. Alors Cœur de Dragon, c'est clairement un film qui a... Comment je pourrais formuler ça? Il a ramassé la savonnette en prison. Ça veut dire qu'il s'est fait enculer. Une production à rallonge, des conflits entre le scénariste et le réalisateur, des incohérences un peu absurdes cachées ici et là, des scènes coupées qui auraient pu encenser le film, et même certaines répliques niaiseuses incrustées de force par la prod. Bref, un film qui a galéré à tous les niveaux, qui était censé être plus fort, plus profond, et qui s'est retrouvé mutilé, déshonoré et bercé trop près du mur. Alors pourquoi en parler? Non, attendez. J'ai pas dit que c'était un mauvais film. J'ai juste dit que c'était un bon film qui en a chié. On va pas condamner ça. Ce serait comme euthanasier un gamin dès qu'il chope la gastro. Ce serait presque inhumain. En fait, malgré tous les déboires, changements et accidents que ce film a connus, il a en contrepartie été construit sur des bases solides. A savoir déjà que c'est un film super bio, des costumes conçus avec des techniques de l'époque par des petits artisans, des épées forgées par des forgerons, des décors montés à la main. En fait, à part le dragon, presque tout ce que vous voyez à l'écran est réel. La bande originale, composée par Randy Alderman, est un des éléments mémorables de l'œuvre, car elle lui donne un véritable éclat d'épique et de fantastique, et rythme très intensément les séquences d'aventure, d'humour et de drame. Mais ce qui sauve le plus le film, c'est surtout son casting béton. Déjà en tête d'affiche Dennis Quaid, acteur surtout connu pour ses performances dans des films comme L'Aventure intérieure et Le jour d'après, mais que je vous recommande dans Dreamscape, un film de science-fiction fantastique, dans lequel il joue un psychic qui combat les cauchemars des gens. Un Inception des années 80 avec des monstres. Que demander de mieux? À savoir que les producteurs avaient considéré Liam Neeson pour le rôle, mais ils se sont rétractés après s'être dit que Liam Neeson, c'est clairement pas un acteur de film d'action. Comme quoi c'est pas super perspicace un producteur. Quoi qu'il en soit, la décision reste bonne, car la performance et le dévouement de Dennis Quaid pour son rôle portent clairement le film. Surtout quand on sait qu'il a passé la moitié du tournage à parler à des balles de tennis. Moi j'ai essayé et c'est vraiment pas de la... Exactement. Dina Meyer également, 1 an après Johnny Mnemonic et 2 ans avant Starship Troopers. Ah, les années 90. Même les mauvais films étaient super. Qui joue une paysanne rebelle, dont le personnage est plutôt bien écrit et peu artificiel contrairement aux stéréotypes de l'époque. En fait, le seul élément vraiment artificiel, c'est que par souci de raccord, elle porte une perruque une scène sur 2. Non mais celle-là, on l'avait pas fait depuis Samurai Cop quand même. Alors là c'est une perruque, là c'est ses cheveux, là c'est une perruque, là c'est ses cheveux, là je suis pas sûr, là c'est un caniche roux. Et dans le rôle de l'antagoniste, David Thewlis. Un acteur pour qui j'ai beaucoup de sympathie, un comédien britannique que vous reconnaîtrez dans Harry Potter où il joue le professeur Lupin, mais que je vous recommande dans le splendide 7 ans au Tibet de Jean-Jacques Hano, le plus risqué mais très unique Naked de Mike Leigh, ou encore son caméo dans The Big Lebowski. Alors David Thewlis, dans ce film, je dois avouer qu'il me paraissait toujours un peu en roue libre, voire même parfois en cabotinage total. Non mais j'ai même pu faire un calendrier rien qu'avec ses grimaces. Je le vends si vous voulez. Si vous voulez faire un cadeau à... votre concierge. Et avec du recul, il remplit toutes les cases de son rôle. Un prince au cœur noir dans la même veine que Caligula, frustré, malade, fils d'un roi psychopathe et tyrannique. Un personnage tout simplement fou allié, sans aucun espoir de rédemption. Ce qui rend son histoire encore plus dramatique. Même le sidekick rigolo du film, à savoir un moine joué par Pete Postlethwaite, un excellent comédien peu reconnu et pourtant présent dans une quantité ahurissante de films cultes, et qui maintient à la fois le ton humoristique, mais aussi parfois mystique du film. Et n'oublions pas, en fraise sur le gâteau, J'aime pas les cerises. l'illustre Julie Christie, actrice qui a participé à de très nombreux chefs-d'œuvre, dont ce film était un de ses grands comebacks au cinéma après une pause de 4 ans dans le milieu. Et enfin, mais non des moindres, la grande star du film, le dragon. Non mais parce qu'il y a un dragon dans le film, ok, vous aurez oublié. C'est dans le titre. Et sur la jaquette. La créature légendaire est interprétée par un acteur non moins légendaire, un comédien qui est à lui tout seul un des dragons du cinéma, Sean Connery. A savoir que l'acteur n'a pas seulement prêté sa voix au monstre, mais aussi ses mimiques et ses expressions. Bon, ils avaient considéré Whoopi Goldberg pour le rôle, mais elle a dû développer une allergie aux reptiles depuis son tournage sur Theodore Rex. Petite parenthèse, même si je ne suis pas amateur de VF, je vais malgré tout faire hommage au doublage de ce film. Déjà parce que j'ai grandi avec la VHS en français, mais surtout car la voix française de Draco est aussi une de nos légendes du cinéma du pays, le grand et regretté Philippe Noiret, qui a su donner à la bête un ton à la fois imposant, sage et chaleureux. Pour ce qui est de la création du monstre, l'équipe s'est tournée à l'origine vers les studios de Jim Henson, à qui on doit entre autres Rue Sésame et Dark Crystal. Mais le résultat tout en effet pratique n'a pas satisfait la production. Du coup, c'est l'équipe d'ILM et les artistes de l'équipe qui a conçu les dinosaures dans Jurassic Park qui ont donné vie à la créature.
D'ailleurs, le modèle de base pour Draco était le tyrannosaure, mais sa morphologie s'est aussi construite au travers de nombreux dragons, dont le Fudog, un dragon chinois mi-lion, mi-chien. À cela, ils ont rajouté les propriétés physiques du boa constrictor, du gorille de montagne et de Sean Connery. Non, mais j'ai essayé moi-même. Comme quoi, c'est pas si facile. Et je trouve qu'encore aujourd'hui, le résultat est franchement impressionnant. On voit clairement les efforts mis derrière chaque expression et chaque texture, sans compter les petits détails insérés ici et là pour donner vie à la créature. On a donc un casting plutôt savoureux et une production faite avec passion, sang et sueur, ce qui n'est clairement pas le cas des 4 autres suites, car oui, il y a eu des suites, des productions dignes des pires téléfilms de NRJ12, sortis en direct ou DVD, et qui en soi ne sont pas des suites, ni même des films. Le film raconte l'histoire de Bohen, un chevalier des temps anciens, qui fait office de mentor à Ainon, le prince du royaume. Un jour, lors d'une révolte paysanne, le roi meurt sous les coups des rebelles, et Ainon, ayant rejoint son père, se retrouve accidentellement empalé sur un porte-manteau. Aouh! C'est vraiment une journée de merde. La reine, pour sauver son fils de la blessure mortelle, demande de l'aide à un dragon, qui accepte pour le sauver de partager son cœur avec celui du jeune homme. Non, pas dans ce sens-là. Une fois sauvé, Ainon hérite du royaume et devient un roi perfide et cruel. Et Bohen, convaincu que le dragon a corrompu son protégé, fait allégeance d'exterminer ses bêtes jusqu'au dernier. Quelques années plus tard, Bohen est devenu un tueur de dragons amer et désabusé. Il rencontre et affronte alors Draco, le dernier de sa race, qui va gagner la bataille, mais épargner le chevalier. De leur rencontre va naître un duo incongru entre un homme en besoin de rédemption et un dragon en quête de salut. Alors malgré son aspect blockbuster tout public, le film n'en est pas moins original. Déjà dans son univers, Rob Cohen a créé un monde mixte, à mi-chemin entre l'heroic fantasy et le film d'époque, car outre la présence de dragons, le film ne recèle d'aucun autre élément fantastique. Ce n'est pas pour rien qu'il a choisi l'an 984 pour son récit, à la fois une période approchant un nouveau millénaire, à mi-chemin entre le déclin de l'Empire romain et la Renaissance. Un âge sombre et relativement peu connu, ce qui le rend encore plus magique et mystérieux. En soi, on nous présente à l'écran un monde de transition. Une transition refusée par certains, comme Ainon, qui à l'inverse de son père, reconstruit son royaume avec de la pierre, en s'inspirant de l'architecture romaine, dont les véritables ruines apparaissent d'ailleurs ici et là dans le film. Pour ce qui est de sa trame, le film est en soi une forme d'anticonte. Vous savez, l'histoire du chevalier au cœur noble qui va sauver la princesse d'un terrifiant dragon et l'épouser, la princesse, pas le dragon, et en tant que prince régner avec justesse sur son royaume. Dans ce film, le prince n'est pas le héros de l'histoire, mais son antagoniste. Au lieu d'une princesse à sauver, on retrouve une paysanne rebelle en quête de vengeance, et au lieu d'un monstre maléfique et sauvage, on découvre un dragon noble et empreint de sagesse. Même le personnage principal est un ancien chevalier, ayant perdu ses valeurs, et allant même à l'encontre de ses propres codes de chevalerie. En un sens, Bohen et Draco sont des personnages intimement liés, dans leur destin comme dans leur symbolique dans le film. D'un côté, on a Bohen, un chevalier dit de l'ancien code, c'est-à-dire du code de chevalerie fidèle au roi Arthur, figure emblématique des romans liés à la quête du Graal. Ce souverain mythique est devenu un symbole de droiture, de courage et de sagesse. Un personnage présent dans de nombreux romans, dont la légende s'est diffusée à travers le monde, à tel point que certains croient qu'il a vraiment existé. Un peu comme le Père Noël, Gandhi, ou encore les dragons. Le dragon est d'ailleurs un symbole attaché au roi Arthur. Le film prend racine dans l'univers des romans arthuriens. C'est d'ailleurs dans la scène qui se déroule à Avalon, lieu où le corps d'Arthur a été emporté après sa dernière bataille, que le film prendra son ultime tournant. Ainon évoque lui-même Mordred, le fils illégitime du roi Arthur, personnage maudit et avide de pouvoir. Quand on y pense, Bohen avait une relation quasi paternelle avec Ainon, lorsqu'il était son mentor. Même l'armure dorée qu'il porte pendant ses batailles m'évoque celle de Mordred, représentée comme un démon au visage d'ange, dans le film Excalibur de John Boorman. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu Excalibur, ce film est tout simplement incroyable. Et le dragon, que représente-t-il dans le film ? Non mais parce qu'un dragon dans le film, vous avez oublié ? Et oui, c'est sur le titre. Et c'est même sur la... Ok, j'arrête. Ce qui rend Draco un peu plus unique, c'est qu'il a les attributs du dragon européen, mais aussi la sagesse du dragon asiatique. Il est en soi un dragon hybride. En même temps, quand on y pense, le dragon est par définition une créature hybride, son apparence regroupant les attributs de nombreux animaux et sous diverses formes. Présent dans un très grand nombre de cultures, le dragon a pourtant encore aujourd'hui des origines relativement inconnues. Du Quetzalcoatl mexicain au Tiamat de Babylone, en passant par le Bunyip australien et le serpent nordique Jormungand, cette créature mythologique est pourtant célèbre dans le monde entier, prenant toutes sortes de formes dans les diverses cultures où il apparaît. Nous en France, on a le Cocatrix. C'est un dragon à mi-chemin entre un coq et un crapaud.
Ouais, on s'est un peu fait enfler sur ce coup-là. Dans la culture européenne, le dragon doit être terrassé, prenant la forme d'un reptile cornu aux ailes de chauve-souris et au souffle de feu, des éléments proches de ceux du diable, et donc une créature du chaos, en opposition à un sauveteur héroïque qui doit l'anéantir. On retrouve des créatures maléfiques semblables comme le Léviathan dans la Bible, ou encore Typhon et l'hydre de Lerne dans la mythologie grecque. Le plus célèbre de ces dragons reste Nafre, tué par Saint Georges. Dans la culture asiatique, les dragons sont généralement des êtres paisibles et sages, symbole de bonne fortune, maîtres des éléments et de la nature, et représentés comme des créatures serpentines à tête de chien ou de lion moustachu, et flottant dans les airs, gardant dans leur gueule ou entre leurs griffes des perles de bonheur. Ils sont respectés tels des dieux, portés par les empereurs, et ont même leur propre signe astrologique. Et malgré tous mes exemples, je n'en ai effleuré que la surface. Le dragon est un symbole universel, utilisé dans de nombreuses religions, cultures et emblèmes. Et si on veut aller encore plus loin, je pense que le dragon est une belle allégorie du cinéma, un média aujourd'hui connu du monde entier, Bon, ok, sauf en Corée du Nord. qui prend toutes sortes de formes et qui donne lieu à toutes sortes d'expressions. Après tout, dragon vient du grec ancien drakon, dérivé du verbe derkomai, qui signifie regarder intensément, Et qu'est-ce qu'on regarde intensément à part le cinéma et les décolletés? Les Simpsons. dans lesquels on retrouve des dragons ici et là, référence des romans, des séries et des films qui nous sont chers. Draco, quant à lui, représente le changement, la fin d'une époque, d'un temps révolu, celui du rêve, de la magie et des légendes, le temps de l'enfance. C'est au travers de ce film que je suis passé un peu plus à l'âge adulte. Il célèbre la fin des mythes et le retour à la réalité qu'on connaît, sans cependant signifier que le monde est sombre, mais au contraire qu'il est plein d'espoir, de sagesse et de maturité. Notre enfance cependant ne meurt pas, elle reste présente dans les étoiles et dans nos yeux. Rob Cohen a dédié ce film à son père qui l'a quitté, ainsi qu'à son fils. Il a donné plus de signification à ce film qu'on aimerait lui en donner. Ce film relate les principes des contes et des légendes, de découvrir une morale, de vivre par des codes et des principes, et non dans la satisfaction personnelle pure et le chaos total. C'est ça le cinéma au fond, un média qui nous divertit, et qu'on le veuille ou non, qui nous inculque des idées, des perspectives du monde, et même parfois, des valeurs. J'ai toujours une petite larme à la fin de ce film, car malgré l'échec du message adulte qu'il cherchait à faire passer, il est parvenu à parler tout aussi fortement à l'enfant que j'ai été, et que je serai toujours un petit peu. Et j'espère que ce film, à défaut de vous inspirer, saura vous faire rêver. Juste une fois de plus. Bonne soirée et bonne séance. Et bam! Je le crame sur place, et Wolfgang mange les restes. Bon, Lenny, tu ramasses le trésor, Je crois que j'ai avalé un thé. on s'envole tous vers le prochain donjon, et on se crame un petit village en route. Non, mais c'est pas possible, vous pouvez pas tous jouer des putains de dragons. Ça enlève tout le challenge. Mais de quoi tu te plains, tu devrais être content. Et puis en plus, techniquement, on n'est pas des dragons. Wolfgang est un caméléon volant, Lenny est un serpent de mer, et moi, je suis juste un ptérodactyle cracheur de feu. Qui est partant pour un Scrabble?